Bonsoir à tous, nous allons être dans une seconde en direct avec le procureur de Roanne que je remercie, Abdelkrim Grini. Bonsoir, vous êtes procureur et vous allez pouvoir prendre la parole après l'affaire que vous suivez, puisqu'un père de famille, vous le savez peut-être, a tabassé un garçon de 16 ans vendredi, qu'il soupçonne de s'être introduit chez lui et d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. En clair, un père de famille a voulu se faire justice lui-même. Monsieur Grini, je vous propose d'abord de rappeler peut-être les faits avec le sujet que l'on va voir à l'instant de Amaury Bucco qui nous rappelle le déroulement des événements. Un mineur de nationalité guinéenne de 16 ans en situation irrégulière est poursuivi pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Il est reproché au jeune homme d'être entré dans une maison dans la nuit du jeudi au vendredi à Roanne et d'avoir agressé sexuellement une petite fille de 6 ans dans sa chambre. Alors, c'est la mère de la petite fille qui a sonné l'alerte après être tombée nez à nez avec l'agresseur présumé qui logeait dans le quartier. Le lendemain, aidée de voisins et d'amis, la famille a décidé de monter la garde devant la maison et elle aurait surpris le jeune homme en pleine nuit en train d'escalader la clôture de la maison. Alors après avoir été reconnu par la mère de famille, ce jeune homme il aurait été frappé par le père et plusieurs de ses proches avant d'être remis à la police. Il a été ensuite placé en garde à vue, ce mineur isolé. Il a nié les faits et déclaré vouloir porter plainte pour les coups reçus. Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Jérôme Béglé sont bien sûr avec nous ce soir. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. On a du mal à comprendre exactement comment s'est passée l'agression sexuelle de cette petite fille qui est donc chez elle avec sa mère. C'est sa mère donc qui va découvrir l'agression sexuelle et, si je comprends bien, un mineur isolé de 16 ans s'est introduit dans cette maison, je ne sais comment, et est entré dans cette chambre, je ne sais comment. Est-ce que vous avez des explications sur le déroulement des faits ? Alors sur le déroulement des faits, c'est très simple. Effectivement, dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 2h30, 3h du matin, un jeune garçon donc s'introduit à l'intérieur du domicile de cette famille. La jeune fille donc occupe une chambre à l'étage et elle est en train de dormir. Et la maman est dans la chambre d'à côté et en train d'allaiter son bébé. Et elle entend du bruit et puis elle se lève, se dirige vers la chambre où dort sa petite fille. Et là, elle va tomber nez à nez avec un jeune garçon, se mettre à crier parce qu'elle est apeurée et c'est tout à fait normal et logique et naturel. Et le jeune garçon prendra ensuite la fuite. Immédiatement, donc, les services de police seront avertis et le père de famille également qui était à l'extérieur sera également averti par sa compagne et rejoindra celle-ci au domicile. Est-ce qu'on sait si l'agression sexuelle est avérée ? Alors, la petite fille qui a été entendue le lendemain par les services enquêteurs dit qu'effectivement ce jeune homme lui a touché donc notamment les fesses, ses parties intimes, lui a touché la culotte aussi. Dieu merci, ça s'est arrêté là. Manifestement, il n'y a pas eu, je dirais, d'actes supplémentaires. Mais en tout cas, l'agression sexuelle, d'après les déclarations de la petite, il n'y a aucune raison de pas la croire, sont avérées. Alors ça, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc dans la nuit suivante, vendredi, effectivement. Dans la nuit suivante, la nuit de vendredi à samedi, si je comprends bien, le père, avec des amis, décide d'aller rechercher cet agresseur et d'aller... alors évidemment, les mots sont toujours lourds de sens, mais il y a une forme d'expédition punitive, d'une certaine manière, qui est peut-être organisée, ou en tout cas d'aller rechercher ce qu'on peut... je ne sais pas si le mot comprendre est le mot qui convient, mais en tout cas, c'est ce que décide de faire le père, d'aller se venger lui-même ou d'aller exercer cette loi du talion. Ce que je peux dire, c'est que dès que les faits seront portés à la connaissance du commissariat de police, le commissariat commencera à travailler sous la responsabilité du parquet de Roanne, lequel bien évidemment sera averti et donnera instruction d'ouvrir une enquête pour agression sexuelle sur mineur et de procéder aux premières investigations d'usage. Les premières investigations d'usage, c'est bien sûr le transport sur les lieux, les constatations scientifiques, biologiques, avec des prélèvements qui sont faits, des auditions de témoins, l'audition de la petite fille, l'audition de la maman, et puis l'enquête de voisinage. Nous avons également requis l'opérateur CPU, c'est-à-dire requis l'opérateur qui
s'occupe de l'enregistrement, en tout cas des caméras de vidéosurveillance de la ville de Roanne, pour déjà démarrer cette enquête. La maman donc donnera une description donc de la personne avec laquelle elle s'est retrouvée nez à nez dans la chambre de son enfant. Des photos lui seront présentées dans le cadre de ce qu'on appelle un tapissage, photo canonge. Elle ne reconnaîtra dans un premier temps personne et elle donnera la description à son mari, lequel, bien évidemment, mari, et vous l'avez dit, monsieur, organisera, je dirais, de son côté, ses propres recherches et dans la soirée de vendredi et plus précisément dans la nuit de vendredi à samedi, il tombera sur ce jeune mineur âgé de 16 ans, correspondant à la description qui lui avait été donnée par son épouse. Il est avec ses amis, il décide de maîtriser ce jeune garçon, il le prend en photo avec son téléphone portable, se rend à son domicile, montre la photographie de celui qu'il venait de prendre en photo, estimant qu'il correspondait en tout point à la description qui avait été donnée et faite par sa compagne, par son épouse, et celle-ci reconnaîtra donc le jeune garçon comme étant celui qui avait pénétré à l'intérieur du domicile la nuit précédente. Et effectivement, ce jeune homme sera, entre guillemets, toujours passé à tabac. Il reçoit de multiples coups de poing. Il reçoit effectivement, je vous le confirme, et c'est pas contesté par le principal, je dirais par la principale personne, à savoir que le père de la jeune fille donc passera à tabac avec l'aide de ses 3 amis le mineur en question. Il sera roué de coups. Je peux même parler moi d'un véritable déchaînement de violence. Il a été vraiment tabassé et les mots restent encore faibles. Celui-ci était au sol, frappé à coups de pied, à coups de poing, fouetté avec un câble électrique. Il a fallu qu'un des requérants qui habitait à proximité appelle les services de police, lesquels se sont immédiatement rendus sur les lieux, ont réussi, si vous me permettez l'expression, à extirper le mineur des mains de ses assaillants. La priorité a été donnée, je pense que vous le comprendrez tous, à la gestion et à la prise en compte de ce mineur dans le cadre de la procédure d'agression, parce que les personnes qui étaient là disaient que c'était la personne qui avait agressé la petite fille. Donc les fonctionnaires de police vont interpeller ce jeune, le conduire à l'hôpital parce qu'il est passablement et salement amoché, et un certificat médical mentionnant une ITT de 10 jours lui sera délivré avec l'ensemble des constatations faites par les médecins et qui sont sincèrement particulièrement éloquentes. Alors, donc la priorité du parquet, oui. Non, c'est important de dire que le juge des libertés a décidé de le placer en détention. Pour une agression sexuelle. Alors, effectivement, c'est ce que, bien compris. C'est ce vers quoi j'allais venir. Et c'est là, d'une certaine manière, que le débat commence. C'est-à-dire que les parents qui nous écoutent, comment réagiraient-ils si leur fille de 6 ans était agressée sexuellement? C'est une réaction humaine qu'on peut comprendre, fût-elle la plus violente, mais on touche à votre fille, on touche à votre sang. Et effectivement, il y a une démarche de vouloir se venger, de vouloir réparer, je le répète, ce qu'on peut comprendre. Mais en même temps, j'imagine que le procureur que vous êtes ne peut pas admettre dans un état de droit que chacun puisse se faire justice. Et on est dans ce débat aujourd'hui, en plus dans une société, disons-le, monsieur le procureur, qui est souvent fracturée, où les uns et les autres ont le sentiment que la justice n'est pas toujours au rendez-vous, disons-le. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la justice a été au rendez-vous parce que nous avons d'abord, bien évidemment, privilégié les investigations et l'enquête relative à la petite fille de 6 ans qui a été victime de ces faits d'agression sexuelle, puisque le mineur a été interpellé, placé en garde à vue. La garde à vue de ce mineur a été prolongée par le parquet de Roanne et celui-ci a été ensuite déféré, présenté à un magistrat instructeur suite à un réquisitoire introductif pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, présenté à un juge d'instruction, lequel juge d'instruction l'a mis en examen, et ensuite, conformément aux réquisitions du parquet, placé en détention provisoire par un juge des libertés de la détention. Donc la justice a fait son travail et la justice a bien fait son travail. J'aurais pu, en ma qualité de procureur, admettre et accepter que pour
retenir ce jeune garçon, on est exercé une force légitime, c'est-à-dire la force permettant de maîtriser ce jeune le temps que la police arrive et on appelle la police. Par contre, en ma qualité de procureur, et vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, je ne peux pas accepter qu'on se fasse justice soi-même. Je ne peux pas accepter que dans un état de droit comme le nôtre, chaque citoyen puisse s'arroger le droit de se faire justice lui-même au mépris des fondements et des principes, je dirais, fondamentaux de notre société. Il appartient à la justice de travailler, il appartient à la justice d'investiguer, et il appartient à la justice ensuite de rendre une décision, voire même de rendre une sanction. Monsieur Grigny, deux choses très rapidement. D'abord, est-ce que vous allez poursuivre le père et les amis du père ? Alors, ce que je peux vous dire, et là... Ce qui peut choquer d'ailleurs l'opinion, forcément ou pas. Quoi. J'imagine que des gens nous écoutent et peuvent être évidemment choqués, mais en même temps... moi, je peux comprendre, mais il faut aussi que les gens comprennent que en France, on ne se fait pas justice soi-même. Donc le père sera poursuivi. Une enquête est ouverte. Je peux vous dire qu'une enquête est ouverte pour des faits. Oui, et pour des faits de violence aggravée, une enquête est ouverte. Et ça, je confirme, il n'y a pas de difficulté. Et la deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est que vous avez en 8 jours 2 affaires où la justice privée se met en place. C'est-à-dire qu'à Nantes, nous avons eu à Nantes, dans le quartier de Bellevue, des jeunes gens qui ont interféré dans une enquête de justice et qui ont, si je me souviens bien, trouvé l'agresseur et qui l'ont remis au procureur. Et le procureur de Nantes, d'ailleurs, votre collègue a pris la parole pour dire qu'effectivement, ça avait même contrarié l'enquête. Et j'observe 4 jours plus tard que quelqu'un veut se faire justice. Donc j'y vois un phénomène de société nouveau, me semble-t-il, que je n'ai pas souvent vu. 2 affaires qui sont rapprochées comme ça en quelques heures. Alors, moi j'ai pas à me prononcer sur le côté sociétal ou pas de ces affaires. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a une agression qui a été constatée. Il y a une personne qui a été interpellée en l'espèce, ce mineur de 16 ans, contre lequel il y a des indices graves et concordants, et lequel a fait l'objet non seulement donc d'une mise en examen, mais surtout a été placé en détention provisoire. Donc la justice, à mon sens, fait son travail. D'accord. Et qu'est-ce que ce jeune homme faisait sur le sol de France, d'ailleurs ? Et on verra par la suite. Et qu'est-ce que ce jeune homme de 16 ans qui vient de Guinée faisait sur le sol de France ? Il était sur le territoire national. Alors moi, il ne m'appartient pas de répondre à cette question puisqu'il était sous la responsabilité. Il est sous la responsabilité du conseil départemental. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était en France depuis environ 2 mois, qu'il était à Roanne depuis 15 jours, placé dans une structure d'accueil spécialisée pour mineurs isolés, et que le conseil départemental en avait la garde et s'occupait de lui. Mais on ne sait pas pourquoi il est en France. Vous ne savez pas pourquoi il est en France. Comment il est entré en France et dans quelles conditions il est entré en France. Cela relève de l'autorité administrative. Alors, il appartiendra aussi à la justice de connaître de manière plus précise son parcours, et le magistrat instructeur, bien évidemment, fera diligenter des investigations pour qu'on puisse connaître un petit peu plus ce jeune homme. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la justice a fait son travail, et la justice continuera à faire son travail s'agissant aussi des faits de violence qui sont reprochés, parce qu'on ne peut pas accepter que l'on puisse se faire justice soi-même sur le territoire national, parce que c'est une porte ouverte à beaucoup de dérives, à beaucoup d'arbitraires, et notre société ne peut pas et ne doit pas l'accepter. Merci Monsieur Grigny, merci d'avoir été exhaustif, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes avec Régine Delfour et je la remercie grandement. C'est grâce à elle que nous avons pu faire cet échange et aborder toutes les questions que les uns et les autres qui sont devant leur télévision se posent, tout simplement. Une fois que vous connaissez tous les faits, place aux commentaires, et c'est avec vous que je vais commencer, Philippe Bilger, puisque vous êtes magistrat. Vous avez relié les 2 affaires, Pascal, Nantes et Roanne. Il y a quelque chose qui me frappe. D'abord, le procureur l'a très bien dit, la justice a fait son travail. Et ça me permet de considérer qu'aujourd'hui, on est dans un processus presque plus grave. J'entends par là que les citoyens ne font pas forcément justice eux-mêmes parce qu'ils ont la volonté de compenser un fiasco judiciaire. Je sens quelque chose de plus
qui monte dans le pays, c'est une exaspération populaire qui n'a même plus besoin de la défaillance de la justice pour s'en prendre aux agresseurs, aux violeurs, à tous ceux qui maltraitent la tranquillité publique, et c'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, c'est une jeune femme à Nantes qui est agressée par 2 Soudanais, violée au mois de septembre. C'est cette affaire aujourd'hui. Convenez qu'il y a un souci avec les personnalités de ceux qui agressent. Je ne sais pas ce que ce jeune homme de 16 ans fait sur le sol français. Mais il est de droit. Quand vous êtes un mineur isolé, vous entrez en France, vous avez le droit d'y rester. Vous êtes sous la garde du Conseil général. Pardon, mais c'est ça le problème, Pascal, c'est que comme il y a beaucoup de ces mineurs qui ne sont pas tous les mineurs isolés peuvent entrer en France comme ils le souhaitent. Pas exactement pour l'entrée, mais une fois qu'il y est, on n'a pas besoin de visa quand on est mineur, je vous rappelle, en France. Oui, non, mais je dis pas que c'est bien, je vous dis quel est l'état du droit. Une fois qu'il y est, je suis pas sûre pour l'entrée, là, j'avoue un petit doute. Une fois qu'il y est, il a le droit. C'est-à-dire que pourquoi les gens se font passer pour mineurs quand ils ont 40 ans et qu'on veut pas faire des tests qui pourraient prouver leur âge? Mais bien sûr, il y en a plein. Moi, je te raconte plein d'histoires. Maintenant, est-il vraiment mineur? Alors, bien sûr. Une question. Maintenant, il y a une différence. Il y a une différence j'ai entre les deux histoires, parce que il me semble qu'à Nantes, dans ce que j'ai lu, et vous dites la justice avait fait son travail, il n'empêche qu'il n'avait pas trouvé l'agresseur. Mais vous avez compris. Mais je vous dis qu'il y a une différence. Oui. Là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que effectivement, les gens n'ont pas confiance. C'est pas seulement dans le fait que la justice va les arrêter, etc. C'est qu'ils se disent, s'ils sont arrêtés, je veux dire, ils vont écoper. Non, là, c'est peut-être autre chose. C'est aussi le père. C'est le père qui a agi comme un père. Oui, mais il n'a pas agi sur le coup. C'était pas sur le coup. Mais il y aura d'autant moins, c'est rapide, le risque de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, que la justice donnera aussi le visage qu'elle vient de donner. C'est-à-dire que si toutes les affaires sensibles dont on sait qu'elles peuvent avoir un impact et irradier la société française, on avait un procureur de la République qui vient s'expliquer, donner des éléments concrets, expliquer le processus judiciaire et ce qui va se passer, ça rendrait la justice plus présente. Et le fait qu'il parle. Parce que ce qui a fait du mal sur certaines affaires, c'est qu'il n'y ait aucune communication de l'institution judiciaire. Donc je trouve que ça serait ça à reproduire dans les affaires sensibles. Moi, je vois un volet qui je trouve encore plus grave, voire plus choquant. Qu'est-ce qui se passe? Le père, il se dit, bon, il est fou de douleur et de colère, il a raison, mais il se dit, il y a maintenant une suspicion légitime que l'enquête n'aille pas au bout et que la justice n'aille pas au bout. Bah oui, que la justice. Donc, devant ces présomptions de plus en plus fortes que celui qui a fait du mal à ma fille court encore dans 15 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais m'en occuper moi-même. Et ça, Philippe Bilger, c'est quelque chose qui va se propager, à mon avis, à une vitesse folle dans la société. C'est quoi? On va dire que c'est un mineur et que donc on peut rien faire. La police va dire j'ai plus grave à faire. Et si par hasard il est pris par la police, on va attendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour qu'il école d'une petite peine. Oui, bien sûr. Donc, moi papa, moi maman, je vais chercher moi-même à le retrouver et faire justice moi-même. Écoutez-moi, c'est déplorable et le producteur l'a bien dit, mais c'est compréhensible. Non, mais le mot compréhensible, je ne suis pas complètement hostile. Le lien que vous faites tout de même entre vos supputations et la réalité judiciaire... C'est pas ma supputation, c'est la supputation du papa. Non, mais je ne suis pas persuadé que le père, si on pouvait entrer dans son fort intérieur, ne serait pas simplement animé par une exaspération, mais ça ne changerait rien. J'ai bien compris, c'est le père qui retrouve le mineur. Bien sûr, bien sûr. Pas la police. Exactement. Oui, c'est le père. Il fait l'enquête et la justice humaine. Et c'est ce qui s'est passé à Nantes. Il fait la recherche et la justice humaine. À Nantes, l'enquête traînait. préférable que la police se retrouve avant. Convenez que... Et peut-être le père se dit-il ce soir que le mineur est en prison parce que lui-même l'a retrouvé. C'est exactement ce que je dis. Et que ça court, et qu'il courait encore ce soir, et demain, et après-demain, et dans 2 mois. Je suis d'accord. C'est exactement ce qui s'est passé à Nantes. Et ça, on ne peut pas lui donner tort. On ne peut pas lui dire qu'il a... Tu peux pas le dire comme ça, sinon tu vas éveiller des vocations. Mais attendez. Non, mais comme l'a dit... Attends, le procureur a dit s'il me l'avait amené. Le procureur a dit une chose très... Pardon, le procureur dit déjà donc qu'il n'était pas certain que la police le retrouve. Attendez, parce que moi je décortique ce qu'a dit le monsieur. Ce qu'a dit le procureur. Il dit éventuellement s'il m'avait amené... Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'était pas sûr que la police, dans le laps de temps imparti, 2 jours, 3 jours, le fasse. Attention. Oui, mais Jérôme, là, vous êtes en train de rentrer dans le fort
intérieur du père, c'est probablement pas ça qu'il a Non, il rentre pensé. pas dans le fort intérieur du père. Ah bon, il aurait pensé quoi? Non, Il mais je veux souligne dire, il souligne que c'est pas la police qui a retrouvé ce mineur, que c'est le père, et que si le père l'avait pas retrouvé, il courrait toujours. Non, ça, on n'en Oui, sait rien. mais on ça, peut pas. mais d'accord. Et je suppose que la police a des moyens supérieurs au père pour retrouver Mais- ce jeune homme. Mais le père pouvait Je tout suppose. simplement être totalement indigné par ce qui Mais- s'était produit, Mais sans doute. sans que ça ait un lien avec une quelconque conscience de l'imperfection. Moi, ce qui m'a judiciaire. frappé, pour tout Moi, vous je suis dire, pas en sûr. parlant comme ça à droite à gauche, c'est que, aux uns et aux autres, c'est que tout le monde comprend la réaction du père. Bien sûr. Disons, C'est ça qui On m'a n'a pas dit frappé dans approuver, les- on a dit comprendre. dans les conversations que j'ai eues. Est-ce qu'on peut voilà. s'entendre que les personnes ont un double mouvement? Le premier, c'est de ne pas accabler Ouais. ce père, de dire on comprend, Bien sûr. mais ça ne doit pas se passer comme je ça. ne comprends pas qu'on ils disent passe les deux. le En fait, ils mineur disent à les deux. tabac. Ce qu'a très bien dit le procureur Non, d'ailleurs. mais vous êtes, Oui, vous absolument. êtes père. C'est toujours pareil. Si c'est votre fille Bien sûr, qui est agressée sexuellement bien sûr. à l'âge de 6 ans, avec les conséquences. C'est l'affaire Bamberski. Bamberski, c'est ça Qu'est-ce que- Qui est allé qu'est-ce que chercher tout en le monde Allemagne. fait Comment vous L'assassin de sa réagissez? fille. Qu'est-ce que vous faites Voilà. Non, mais moi, Alors, j'ai du mal à penser. J'espère que j'aurai, comment dire, La sagesse. la sagesse de le remettre, D'accord. comme le dit au procureur, Oui. et de faire en sorte. Ou la confiance dans l'institution policière. Non, dans la non, justice. Non mais attendez, excusez-moi, on a quand même du mal. Moi je voudrais répondre à Philippe. Philippe, c'est difficile de penser cette affaire sans y faire entrer quand même Le climat le sentiment de d'aujourd'hui. défaillance de la Et bien justice, sûr, de le la climat police. Non, je d'aujourd'hui, réponds à mais Philippe qui c'est dit... ce que j'ai dit à monsieur Oui, oui. Grigny tout à l'heure. J'ai dit, Et- il y a un certain climat aujourd'hui en France. Effectivement, d'abord, il y a un vrai problème de mineurs isolés, toujours et tout le temps, Enfin, parfois sur des petites oui, ou de agressions clandestins. qui sont parfois ni mineurs ni isolés. Vous le savez très bien, donc il y a une sorte d'exaspération qui monte dans le pays, et ça sera encore intéressant de voir comment ce jeune homme de mineur isolé est entré dans le pays. Mais il y a Mais des vous avez filières, entendu le procureur, ce qui fait passer le Oui, père les vraiment filières dans l'illégalité, pardon Olivier, c'est le Ouais. passage à tabac. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas d'avoir été le chercher. Bien sûr. Et ça, c'est quand même intéressant qu'un procureur nous dise Non. que une victime peut aller chercher comme ça un coupable présumé. Alors, Il a dit que peut-être- ce serait tolérable à ses yeux plus que ce qui s'est passé ensuite. Peut-être que Éric Dupond-Moretti va réagir, parce qu'il réagit maintenant sur les animateurs de télévision qui parlent. Oui, C'est son job maintenant de parler des animateurs de télévision, et puis il donne ce qu'il faut. Merci dire, à ce qu'il faut pas procureur. dire. en tout Alors, cas, parce que... Donc Ouais. peut-être qu'il nous écoute. Peut-être, ouais. monsieur, Mais n'oubliez pas monsieur qu'il y a un garde des Sceaux, risque. et que demain, on Il y a un aura autre risque. Ils une auraient pu se tromper. communication du garde des Sceaux sur une Il y émission a un de risque dont télévision. il y a un risque dont on n'a pas parlé. vous avez- Ils auraient pu se Ça vous tromper. ennuie pas que je... Oh pardon, je suis désolé Voilà, je vous Pascal. en prie. Vous avez raison. Oui, souvent. La Pas pause. toujours, mais là vous avez raison. Mais Non, toujours. La Faut pause, dire la toujours. Faut dire La toujours, pause. sinon ça comment va. ça toujours? Désolé. Il est 20h30, Mathieu Devez. Ambiance électrique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une passe d'armes a opposé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au député LFI Thomas Porte au sujet de l'extrême droite. Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis, a notamment lancé l'élu insoumis. Ils s'accusent mutuellement de proximité avec le Rassemblement national. L'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy a été expulsé vers l'Algérie. Cet Algérien de 42 ans en situation irrégulière était visé par une obligation de quitter le territoire français. Vendredi après-midi, il était entré avec un couteau dans la mosquée avant d'être interpellé sans faire de victime. Et puis Giorgia Meloni a présenté son programme au Parlement. La nouvelle première ministre italienne dément être fasciste et ancre son pays dans l'Union européenne et l'OTAN. Elle promet que l'Italie restera un partenaire fiable de l'OTAN en soutien à l'Ukraine. Et concernant l'Union européenne, l'approche italienne n'est pas de, je cite, freiner et saboter l'intégration, mais de faire mieux fonctionner la machine communautaire. Tout à l'heure avec la procureure de la République de Rouen, pardonnez-moi, Abdelkrim Grigny. Et vous êtes peut-être au courant de cette affaire extraordinaire d'un père de famille qui s'est fait justice lui-même, qui a tabassé donc un garçon de 16 ans vendredi, qu'il soupçonne de s'être introduit chez lui et d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que si la mère ne se réveille pas, la petite fille, à l'heure à laquelle nous parlons, est peut-être morte. En tout cas, c'est une possibilité. En tout cas, oui. Bon, mais et avant de passer à un autre sujet, vous avez été avocat général. Qu'est-ce que vous dites si le père arrive devant vous? Alors c'est un délit ou c'est un crime? Il Violence sera, aggravée. Violence aggravée, c'est un délit. c'est un délit. Donc vous êtes avocat général, procureur. Qu'est-ce que vous dites dans la salle d'audience?
Alors, Un père qui veut venger sa fille. De ce qu'on va faire du mineur, bien sûr. Ça, mais je serais prêt à aller jusqu'au plus extrême de l'indulgence si, évidemment, le père fournit des explications qui justifient non pas l'action qu'il a entreprise, mais le passage à tabac que moi-même, je n'aurais jamais commis. C'est clair. Et donc, je pourrais aller jusqu'à le déclarer coupable en le dispensant de peine. À votre avis, nous intéressait. Et dans ces cas-là, la peine est inscrite sur le casier judiciaire ou pas? On peut demander... D'accord. Mais convenons que si un procès va jusqu'au bout, l'opinion publique sera derrière le père. Oui, assurément. Mais dans le climat actuel aujourd'hui. Il y a tout de même des citoyens qui seront derrière le père, mais qui désapprouveront tout de même le passage à tabac. Je crois. Sinon, on n'aurait que des félicitations à donner au père. Agnès Buzyn a pris la parole. Tout le monde s'en foutait, a-t-elle dit. C'est ce que dit Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, dans Le Monde d'aujourd'hui. Elle parle de quoi? Du Covid-19. C'est intéressant, franchement. C'est vraiment... Alors, je vous assure, les hommes politiques sont merveilleux. Voilà une femme qui a été au gouvernement, ministre de la Santé, et qui dit tout le monde s'en foutait. C'est agréable, c'est loyal, c'est fidèle vis-à-vis des gens avec qui elle a travaillé. Voilà ce qu'elle dit. On m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu alors que c'est l'inverse. Non seulement j'avais vu, mais prévenu. J'ai été de très loin en Europe, la ministre la plus alerte, mais tout le monde s'en foutait. Les gens m'expliquaient que ce virus était une grippette et que je perdais mes nerfs. Bon, ça c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Je vais vous faire tout de suite écouter, pour que les choses soient claires, ce qu'elle dit en janvier 2020, Madame Buzyn. Écoutons-la. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Ce qu'elle dit le 21 janvier 2020, un mois avant que l'explosion. Bon, j'ai vu la double page dans Le Monde. Elle est impressionnante. Il y a des vous voulez pas que je vous dise tout ce qu'elle a dit d'abord? Le président a laissé le gouvernement faire. Très sympa, vraiment, d'avoir protégé moi de mes amis. Bon, à l'époque, ils sont, comme le reste de la population et des experts français, personne n'arrive à concevoir la gravité de ce qui vient. Elle, bien sûr, elle avait tout vu. Pendant toute la campagne, j'ai continué d'envoyer des textos, d'alerter, mais j'ai senti que je ne pesais plus rien et que je parlais dans le vide. Je n'étais plus aux affaires, on me le faisait sentir. Bah oui, une fois qu'elle est partie, effectivement, pendant la campagne, mais pendant la campagne, me semble-t-il, on en parlait beaucoup. Ouais. SMS a envoyé à Édouard Philippe le 16 mars 2020. Édouard, vous êtes en dehors de la plaque. Si tu as encore confiance en moi, prenez une décision de confinement car nous avons 15 jours de retard et je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide depuis 2 semaines et derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. Voilà ce que dit Agnès Buzyn. J'ai envie de lui dire, faudrait peut-être qu'elle se taise. Il y a une grande faiblesse dans la... Non, vous croyez? Le papier est assez formidable dans le Parce Monde. que la double page, et Dieu sait que je n'aimais pas le comportement qu'elle avait eu parce que je ne le connaissais pas dans le détail. Et tous ceux qui ont été dans l'entourage m'ont confirmé que ce qu'elle dit dans le journal est exact. Mais le 21 janvier, elle dit le contraire, je voulais écouter. Le 21 janvier, elle dit c'est faible. Je parle de l'indifférence que lui ont manifesté Édouard Philippe et elle n'est plus dans le gouvernement. Ah mais même, attendez. Mais le président nous disait d'aller au théâtre. Alexis Kohler se moque d'elle. Ah, vous avez fait peur au président. Alors elle répond à juste titre, mais j'en suis ravi. Non. Bon. Alors sa grande faiblesse quand même, c'est qu'elle démissionne de son poste de ministre de la Santé le 16 février. Pas, on lui demande elle accepte de partir. Elle accepte. On lui demande de faire la campagne de Paris. Ça, elle accepte de partir. Elle peut lui dire, écoutez, je ne la fais pas. Elle quitte son poste le 16 février. Si vraiment elle a, comme elle a dit, pris connaissance du danger dès le 25 décembre, c'est la chronologie qu'elle donne dans le papier, on ne quitte pas son poste au moment où la tempête menace. C'est quand même ça son immense point de faiblesse dans le récit. Non mais pardon, mais c'est pas très probant. Juste sortir de leurs histoires à eux, il y a aussi pourquoi tout ce déballage aujourd'hui? Oui, moi ça me Parce que ça se passe, parce qu'aujourd'hui on a des ministres. On a des ministres qui sont devant la Cour de justice de la République et qu'au lieu qu'on essaye de juger des erreurs politiques, tout à fait possibles, non pas dans le domaine de la responsabilité politique, mais au pénal. Et cette pénalisation de la vie politique est en train de tout pourrir. Elle est partie le 16 février 2020. Je pense surtout qu'elle regrette de ne pas avoir été dans la lumière dans cette séquence-là. C'est dommage d'ailleurs parce qu'elle a raté sa carrière politique parce que manifestement,
Mais Pascal, si l'orage menace, vous quittez pas le bateau. Mais oui, mais... Oui, elle n'a pas eu le choix vraiment, mais je pense qu'elle est amère. Elle a toujours le choix de dire non. Elle est amère, c'est ça la vérité, je pense. Parce que je vous dis, elle a raté, pour un homme politique, être aux commandes sur une crise de telle ampleur, c'est hélas, j'allais dire une bonne chose. Ce qui montre donc qu'elle n'a pas réalisé que la crise serait de cette ampleur. Elle est amère pour quelle raison? C'est que c'est elle qui a tout pris. Depuis ce moment-là... elle n'a pas tout pris. Non, mais... Franchement, c'est la seule qui est mise en examen, non? Non, mais je ne pensais pas que vous seriez de ce point de vue. Moi, j'étais persuadé... Je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe en général. Mais ils ne crachent pas dans la soupe. Ben si, tu as été dans un gouvernement et tu mets... Je n'aime pas ça en général. Oui, voilà, parce qu'elle était dans le bateau, et puis après, elle va expliquer elle a vu mieux que les autres. Mais Pascal, c'est la seule qui est mise... Je trouve que c'est pas terrible en général. Et que ce type de personnalité me convient pas souvent. Il me semble que c'est la seule qui est mise en examen. Et qu'il y a quand même un vrai problème. Ça joue quelque chose, avec... Comment? Il y a un problème avec ça. Bon, écoutez, avançons, parce que j'ai 2 autres sujets à vous proposer. Attention à l'Assemblée nationale. Vous allez voir l'échange entre M. Thomas Porte de la France Insoumise. Alors, vous allez tout le monde à la s'énerve fin. pour un rien. Hein. Non, mais, alors, il a dit une chose absolument extraordinaire. Il a dit cette chose unique. Dites-moi. Emmanuel Macron a été élu président de la République grâce aux voix du Front National. Alors ça, celle-là, c'est génial. Celle-là. Le tumulte parlementaire, c'est très certainement parce qu'il était face au Front National, ce qui est un peu différent. Ah oui, je veux bien que vous défendiez. Non, mais je crois pas, parce que vous allez voir. Rappelez-moi qui était en face d'Emmanuel Macron. Celle-là, il faut la sortir quand même. Je vous assure. Qui était face à Emmanuel Macron au second tour? Marine Le Pen. Bon. Et donc, je pense que c'est ce qu'il a peut-être voulu exprimer. Oui, alors non, mais ça va. Je dis peut-être. Alors, vous allez voir cet échange. Les désespérés sont les plus belles, mon cher Olivier, mais tout de même. Discipline. Bon. Écoutez cet échange, parce qu'il est dans un état, Monsieur Porte. Bref. Il va la prendre. Oui, non, mais c'est possible. Mais quel monde, quelle époque. Écoutez. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Voilà les mots prononcés par Emmanuel Macron au soir du second tour des élections présidentielles. Quel barrage? En réalité, il n'a jamais existé. Pire, il s'est transformé en marchepied, comme en témoigne cette tache brune que représentent les 89 députés du Rassemblement national que votre majorité a fait élire. Un jeu dangereux, alors que les violences de l'ultra-droite se multiplient partout dans le pays. Quand on souffle sur des braises ardentes, les conséquences peuvent devenir dramatiques. Ce week-end, une nouvelle étape a été franchie. Des groupuscules néo-nazis, issus de la dissolution de générations identitaires, ont manifesté à Rennes, Lyon et Paris, les amis de l'extrême droite, en poussant des cris racistes. Silence de votre part, monsieur le ministre. Où est le soi-disant rempart Emmanuel Macron? Un rempart de pacotille. Alors, monsieur le ministre, à quel moment allez-vous cesser d'être complaisant avec l'extrême droite? Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis? Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ses votes. Je propose, monsieur le député, pour qu'on soit cohérent, que monsieur Mélenchon ne dise pas urbi et tourbi qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême droite, vous fassiez tomber le gouvernement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. Nous qui avons dissous Génération Identitaire, je vous propose que pour manger avec le diable, il faut prendre une grande cuillère. Personne n'a oublié qu'Emmanuel Macron a été élu avec les voix du Rassemblement national et par défaut. La vérité, c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos, que vous ne souhaitez pas le bien-être des Français parce que vous vivez du problème des gens. Et la vérité, monsieur le député, c'est que sur les marchés, vos militants se retrouvent pour nous battre et qu'heureusement que nous sommes là pour vous dire que c'est vous qui travaillez avec Madame Le Pen. C'est sidérant. C'est de la Monsieur Porte qui sottise. dit votre
majorité a fait élire. Je pense pas que la majorité, elle n'est pas très contente d'avoir 89 députés du Rassemblement national. Mais il a un souci, Monsieur Porte. Non mais la tache brune. Non mais là, attendez, y compris. Non mais là, hier ils étaient complètement dingues parce que Emmanuel Macron avait rencontré Giorgia Meloni, l'alliance des fascismes européens. Ils sont vraiment azimutés, hein. Et maintenant, ça commence à bien faire. Parce que le jour où il y aura des nazis, ils ne les verront pas. Si vous voulez. Et les fascistes islamistes, ils ne les voient pas. Donc, nous ont kikiné avec la... Non mais là, ça va, le RN, la tache brune, ça commence à bien faire maintenant. Je ne vois pas ces gens ni appeler à ce qu'on brûle les juifs ou qui que ce soit d'ailleurs, parce que ce serait aussi tout à fait condamnable. Je ne les vois pas refuser le résultat des élections. Ça commence à bien faire l'extrême droite. Hein. Je pense depuis longtemps que... M. Porte n'est pas à niveau, si vous me permettez. Non, mais il est saut. C'est aussi simple que... Je pense depuis longtemps... Vous avez raison, le gros problème, pardon Olivier, c'est l'inégalité intellectuelle au sein de LFI. Je pense depuis longtemps que ceux qui vont sur le discours... C'est bien dit. Sur le discours no passaran et sur le discours alto-fascisme sont les principaux... ils rendent bien service au Rassemblement national. Oui, bien d'accord. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un comme Ruffin dans l'hémicycle qui commence à l'énoncer, qui commence à se rendre compte que peut-être qu'il faut changer de ton. Mais Monsieur Porte, il faut le laisser parler. Hein. Première chose. Quand vous êtes de l'opposition, il faut le laisser parler, il faut lui donner la parole tous les jours, évidemment. Il faut l'inviter tous les jours. Dans son intervention, il peut quand même rappeler qu'il y a eu un certain nombre de faits très précis, dont un rugbyman basque qui a été assassiné dans les rues de Paris par en effet des groupuscules qui sont identifiés par les services de renseignement intérieur comme des groupuscules d'une idéologie d'extrême droite. Ça existe dans notre pays. Mais il y en a partout, comme il l'a dit, ça se développe. Ce que je dis, c'est que ça existe. Oui, ne faites pas comme si ça n'existait pas. C'est pas ça que je dis, Olivier. Y compris les services de renseignement intérieur ciblent cette menace, en parlent et s'organisent. Est-ce que c'est ça la menace qui pèse sur la France? Non, je dis simplement que c'est une partie de son discours. Mais après, l'amalgame avec le groupe RN n'a pas de sens. J'ai toujours pas compris comment... Les tâches de l'extrême gauche sont de quelle couleur, mon cher Olivier? J'ai toujours pas compris comment Emmanuel Macron avait été élu. Oui, Emmanuel Macron est élu avec les voix du Front d'Alsace. Ça, il a pas tout là. Deux choses rapides. Je peux pas tout défendre. En revanche, il y a des députés RN qui ont été élus avec des voix LFI. Deux choses rapides. Après, on passe au Qatar. Monsieur Porte est sot. Sot est sauté. Deuxièmement, la sottise. Mais il a le droit de le dire. Non, il peut dire ce qu'il a dit de la sottise. Deuxièmement, pardon Olivier, il me semble que la menace islamiste est la plus dangereuse des menaces en France aujourd'hui, de quelque bord que l'on regarde. En tout cas, nous sommes d'accord que le danger de l'ultra-droite et d'ailleurs également de l'ultra-gauche peut s'en mettre un tout petit peu en retrait. Écoutez, je vais vous dire, c'est très bien, la France insoumise donne l'image de ce qu'elle est depuis 3 mois, et puis les gens voteront. C'est très très bien au fond ce qui se passe. Pourquoi il y a des solutions ? Non, ils voteront le prochain coup. S'ils sont d'accord, c'est très bien avec les... Et puis autrement, s'ils ne veulent pas voter pour la France insoumise, elle donne son visage, on la voit et chacun peut juger à travers vraiment cette intervention Certains au sein de M. Porte ne partagent pas cette façon de se comporter. Ne présentez pas ça comme un bloc monolithique, parce que c'est... On a parlé de LFI, il n'a pas parlé de la NUPES. Le Qatar. Y compris au sein de LFI. Olivier, attendez. Qatar. Excusez-moi, mais c'est bien Mélenchon qui a voulu faire un bloc avec les 4 partis de gauche. Donc maintenant, il faut assumer tout ça. C'est un bloc électoral. Oui, mais il faut assumer à l'Assemblée nationale. Arrêtez. De temps en temps, ça vous arrange que ce soit un seul bloc. De temps en temps, ça vous ennuie. Là, je ne sais pas si vous allez terminer l'année. Bon, dites-moi, le Qatar, l'émir a pris la parole. C'est étonnant d'ailleurs parce que personne souligne qu'il a pris la parole parce qu'il n'est pas content. L'émir l'émir du Qatar et qui dénonce une campagne de dénigrement sur son pays. Écoutez-le. Depuis que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Coupe du Monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subi. Mais il nous a vite semblé clair que la campagne persiste et s'étend. Il y a des calomnies et du 2 poids 2 mesures, atteignant un niveau d'acharnement qui a amené beaucoup de gens à s'interroger
sur les véritables raisons et motivations de cette campagne. C'est un grand test pour un pays de la taille du Qatar qui impressionne le monde entier par ce qu'il a déjà accompli et continue d'accomplir. Je voudrais vous apporter le témoignage d'un des membres de la délégation de la Fédération française de football qui est allé au Qatar. Il est allé au Qatar avec toute la FFF pour voir ce qui s'y passe. Et lui-même est revenu en me disant que ce n'est pas du tout la situation telle qu'elle est décrite parfois dans les journaux. Les ONG, comme toujours, ont pris le pouvoir médiatique et disent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. 2 exemples. Le chiffre de 6500 morts. Il a été lancé par le Guardian une fois. Il correspond à rien. Quoi, à rien. Il n'est pas prouvé. C'est-à-dire que cette personne de la Fédération française, que je ne citerai pas, a vu par exemple la délégation indienne présente. Il n'y a pas de surmortalité parmi les ouvriers indiens. Donc vous avez un pouvoir, comme toujours médiatique, qui est pris par les ONG et les minorités actives, qui bastonne, qui lance des chiffres. Le chiffre de 6500, c'est dans le Guardian. 2e exemple, dans le document complément d'enquête qui a été fait sur France 2, la société ne travaille plus avec cet hôtel. Elle ne travaillait plus avec cet hôtel dans lequel sera l'équipe de France. Donc là aussi, il y a une forme de, entre guillemets, manipulation. Donc il faut être prudent. Moi, je ne suis pas l'avocat du Qatar, mais je dis, je suis tellement habitué à voir l'idéologie au cœur de ces sujets-là, avancer ses pions, que je mets en garde tout le monde. Alors vous avez Pascal, raison. je vous ai entendu hier matin, vous développiez la même idée. Ben oui, puisque c'est eux qui me l'ont dit. Mais moi j'ai été chercher sur les 6500 après vous avoir entendu. La manière dont le Qatar s'est vu octroyer la peine du monde rejaillit en permanence. La Coupe du Monde, pardon, sur la réputation de ce pays. Je ne doute pas de ce qu'on vous a dit, hein, mais j'ai tendance, peut-être par une espèce de suspicion systématique, à considérer que le Qatar n'est tout de même pas un pays. Je vous dis pas ça, mais le chiffre. Mais je vous dis pas ça. Le chiffre de 300 € payés, c'est intéressant parce que évidemment, c'est peut-être pas audible, mais les ouvriers qui viennent gagner 300 €, ils gagnent beaucoup plus que dans leur propre pays. Je ne vous dis pas que c'est un bon salaire. Il faut ramener ça au niveau de vie locale. Je ne vous dis pas que c'est un bon salaire, loin de là. Mais les Indiens qui viennent d'Inde travailler, ils gagnent plus que s'ils restaient chez eux. Je veux qu'on mette toutes les choses sur la table. C'est tout, après chacun jugera. Il y a 3 semaines, je me rappelle, j'étais sur un plateau ici, on sort ce chiffre de 6500. Moi, je dis, c'est un chiffre du Guardian. Moi je dis, je sais, je vous l'ai dit, c'est un journal woke. Et je demande à mes camarades de plateau, vous êtes sûr de chiffre? Tout le monde me dit oui. Et j'ai oublié l'affaire. Quand Pascal on a parlé lundi matin, je crois, ça m'a retitillé. Je suis allé regarder. Ce chiffre vient effectivement, je l'avais dit, du Guardian, mais il vient avant d'Amnesty. Donc effectivement, on ne peut pas le prendre comme argent comptant. Il y a une chose, c'est que, pour te répondre, Olivier, le Qatar n'est pas un paradis humanitaire. Mais ce ne sont pas des imbéciles. Et ces gens, depuis une dizaine d'années, je dirais, ont essayé de prendre le tournant, ou depuis même 20 ans, peut-être le tournant de l'après-pétrole d'une façon qui n'est pas stupide. Ils ont cessé, semble-t-il, de financer le terrorisme, ce qu'ils ont fait pendant très longtemps. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ils ont essayé de diversifier et d'ouvrir peu à peu leur société. Je ne dis pas que c'est un paradis, mais effectivement, on peut peut-être... Je me méfie simplement du... Vous leur accordez tout maintenant Non, pas du tout. On va se mettre d'accord sur une phrase. Pour argent comptant. Non, mais... Prendre une formule que vous allez bien comprendre. Le Parce que Qatar vous ne pouvez a interdiction d'organiser une manifestation quand même très sportive. rapidement dans les tours. Le fait qu'on doive vérifier des informations données par les ONG, qui sont en effet dans une bataille de l'opinion publique, comme y compris le régime qatari. Mais le fait que tout ça se soit organisé dans des conditions de travail qui ne restent pas acceptables pour les sociétés développées comme les nôtres, c'est le cas. Les 6600 morts, peut-être pas, mais très certainement... L'histoire des passeports, ça n'existe pas, certainement un coût humain... L'histoire des passeports, c'est interdit. On ne t'enlève pas terminer juste pas ça. Très certainement, le coût humain pour la construction de cette infrastructure reste quand même certainement très lourd. Mais qu'est-ce que vous en savez? Oh non, vous pouvez pas... Vous pouvez pas contester les 6006, ça je vous l'accorde en disant c'est peut-être pas ça, il y a eu une surenchère, mais dire que les choses se sont bien passées sur le plan des conditions de travail. Mais c'est une société à 2 vitesses, on peut pas nier. Je ne dis pas ça, je dis je me méfie. Mais bon, ce soir le PSG joue de toute façon, le PSG pourrait se qualifier. Contre le Maccabi Haïfa. Et je voulais vous parler d'Mbappé, on n'en a pas parlé hier soir, mais quand même, vous savez combien gagne Mbappé par heure?
10 000 euros, 9 000 euros par heure. Tout compris. Non, tout compris, 23 000 euros. Depuis qu'on a commencé l'émission, on a commencé à peu près vers 20h05. Donc 23 000 et 20h50, à peu près, il a gagné 20 000 euros. Il gagne 210 millions d'euros de revenus. Par an. Salaire plus prime, hein, tout compris. 210 millions d'euros de revenus par an. Sans les sponsors. Sans les sponsors, vous pouvez multiplier par 2. Ce qui fait 17 millions d'euros par mois. 17 millions d'euros par mois. Ce qui fait 23 500 euros par heure. Il y a 170 millions d'euros qui seront prélevés par l'État chaque année, cotisations patronales, cotisations sociales, ses impôts sur le revenu, etc. Alors, bon... Rappelez celui du... Alors, 17 millions d'euros par mois, Pouyanné, c'est 6 millions par an. Voilà, merci. Donc, c'est un tiers de moins annuel mensuel. Enfin, vous m'avez compris. Bon. Alors, bien sûr, on peut trouver ça choquant, mais moi, je veux dire... C'est marrant, ça fait moins polémique que d'autres. Je préfère une société qui permet à quelqu'un de gagner des sommes folles, et évidemment, c'est peut-être exagéré, peut-être, mais qu'une société qui instaure la pénurie, qui met tout le monde à égalité, et voilà. Et aller un peu sur des salaires décents. Je peux être un peu démago, Pascal. Je vais être un peu démago. Il va donc rapporter 230 millions d'euros au bout de 3 ans à l'État. Le plan révélé par M. Braun sur la bronchiolite à l'hôpital, c'est 130 millions d'euros. Donc il est financé 2 fois par les prélèvements fiscaux de l'État. Vous avez dit, Pascal Pro, son émission, c'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. Oui. En fait, j'espère que sur la loi de l'offre et de la demande, des métiers qu'on avait dit essentiels et qui restent sous-payés pourront aussi être payés plus correctement. C'est-à-dire tout le monde pourrait s'y retrouver. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas de l'égalitarisme, c'est de l'égalité. C'est de l'égalité. Mais c'est la société qui décide qu'il est payé comme ça, c'est les gens qui vont le voir. Ils ramènent de l'argent. Oui. Je veux dire, il ne le vole pas son argent, il ramène de l'argent à son club, aux télé, à tout ce que tu veux. Donc, c'est pas lui qui décide du marché, évidemment, on lui a proposé. Mais je vous dis, bien sûr que le capitalisme a des défauts, bien sûr qu'il est parfois injuste, cruel, exagéré, tout ça est vrai. Mais les autres systèmes, on les a vus au XXe siècle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça veut dire que c'est de nouveau la fin de l'histoire. La messe est dite. C'est que de nouveau, puisque ce qui a été tenté avant n'a pas réussi, était un échec cuisant, ça veut donc dire que ce système, on ne peut pas faire autrement. Mais est-ce que ce système s'amende par lui-même ? Est-ce qu'il s'amende ? On arrive à se réguler. Donnez-moi un exemple où il se régule. Il se régule comment ? Mais dans l'exemple de Mbappé, qu'est-ce qui, au fond, comment vous pouvez le réguler ? Quelle est votre solution pour le réguler ? C'est la loi du marché ? Comment vous faites ? Donc ça veut dire que nous sommes impuissants face à ça. Et ça veut dire mais en quoi ça vous change ? Je pense que c'est une... Il n'y a pas un euro de salaire que M. Mbappé... Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à l'échelle du monde, la répartition des richesses produites devrait faire l'objet d'un compromis international. Mais la répartition du talent, elle est inégale. La répartition mais tu sais, une infirmière dans les couloirs des hôpitaux, elles ont beaucoup de talent. Olivier, tu te rappelles le livre de Michel qui s'appelle L'Empire du moindre mal ? Et bien le moindre mal, c'est mieux que le mal. Mais en tout cas, elles ont autant de mérite que Mbappé. Mais la Olivier, de régler le problème, ce serait d'interdire de tels salaires. Pardon. Interdire ? Non, mais ce serait une catastrophe. Ah bah il passe chez les rouges. Il jette pas chez les rouges. Bon, Pascal, ce qu'il fallait faire. Dernière information du soir. Elle vient de tomber quasiment à l'instant. Et là, elle va faire, croyez-moi, causer. Parce que j'apprends, je trouve que ce monde est merveilleux. C'est le Parisien qui annonce ça. On est bien le 25 aujourd'hui. Oui, le 25, absolument. C'est daté de 18h22. Quelques 150 Français vont être tirés au sort à partir de listes téléphoniques pour débattre de décembre à mars sur l'accompagnement médical de la fin de vie. Oui, ça avait été annoncé. Ah bon ? C'est leur convention citoyenne fin de vie. Alors on tire au sort. 150 Français vont être tirés au sort. Me tirez pas au sort. Les soviets, moi, l'électricité. Je vous en supplie, me tirez pas au sort. Le tirage au sort des 150 Français censés débattre pendant plusieurs mois sur la fin de vie en vue d'un éventuel changement de législation démarre mardi, a annoncé son organisateur, le Conseil économique, social et environnement. Vous vous rendez compte, tout le monde ? C'est la déresponsabilisation politique. Ça vous plaît pas les Heureusement, M. Benkemoun est là, on est très en retard. Chut. Ah là. Mais il y a des soirs, vous êtes terrible, discipliné. Moi, vous me le donnez, les 270 millions de Kylian Mbappé, je les prends. Ah, oui, vous connaissez quelqu'un qui ne les prend pas. Voilà tout le débat. Ce soir, on va parler encore au QTF, on va parler aussi de violence, on va continuer. Tiens, j'ai une histoire de vol de gondole à Venise. Vous n'avez pas parlé Laisse les gondoles à Venise. Incivilité, mais vous le pouvez chanter. Sur la
Tamise. Voilà, Oui. vous chantez bien, mais c'était pas drôle. Hein. L'incivilité française Oui, on a volé une gondole à Venise. Oui. s'exporte. Stone et Chardin. C'est ce que je voulais vous dire. Non, c'est pas Stone et Chardin, c'est Ringo et C'est Sheila. Ringo et Sheila. Je veux dire, non, mais attendez. Comment c'est pas Excusez-moi, Olivier, je vous ai coupé. Terminé. Mais non, j'ai terminé à tout de Ah bon. suite. Le meilleur des... C'est on terminé. est en retard déjà, Pascal. Là. Ah oui, ça, on est très en il vient retard, de mais ça, couler c'est en pas grave. direct. Bah oui, non, mais alors, confondre Stone et Chardin et Ringo et Sheila. Non, mais vraiment. Ah, je comprends bien des choses désormais. Benjamin No était à l'édition, Arnold Cara était à la réalisation, Alice Maillet était à la vision, au son, je veux dire, c'était Marc Fontaine. Et merci. Rendez-vous demain matin, Olivier Benkemoun, c'est le meilleur de l'info.